Redémarrage à Québec. On doit enfin se donner les moyens de corriger notre système de santé. François Legault ouvre le prochain chapitre. Ça doit changer aussi en économie. Il faut être plus autonome. Comment va-t-il tourner la page sur la pandémie? Une page d'histoire s'écrit en Alberta. I'm the one who's moved by this city. Les deux plus grandes villes ont un nouveau visage. Women and people of color should be in positions of leadership. Une première mairesse à Calgary, un premier maire issu d'une minorité visible à Edmonton. Et la pénurie de main-d'œuvre, ce n'est pas qu'une histoire d'employés. Très difficile de réussir à trouver des gestionnaires. Les cadres se font rares. Une guerre du talent. Ceux qui restent se sentent parfois bien seuls. Comme s'il me manquait des outils dans mon coffre. Tu peux pas aimer tout le temps te battre comme ça, là. Bonjour, ici Mathieu Bellumeur. Bienvenue au Radio Journal. Il y a un message que j'ai entendu partout, c'est que les choses doivent changer. On ne peut pas revenir comme c'était avant la pandémie. On ne peut pas continuer à faire les choses comme avant. C'est le temps. Le premier ministre François Legault lance des messages depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, dans une vidéo aussi qu'il a publiée. Il prépare les Québécois au changement, au virage qu'il devrait proposer cet après-midi dans son discours d'ouverture de la nouvelle session parlementaire. Je joins notre chef de bureau à Québec, Sébastien Bovet. Donc, Sébastien, quelles seront les priorités du gouvernement? Alors, Mathieu, la santé sera probablement au haut de la liste des priorités. Elle l'est toujours, mais la pandémie a démontré la fragilité du réseau. Le gouvernement veut notamment que les médecins de famille prennent plus de patients en charge. Il a l'intention de se doter d'une banque de travailleurs de la santé pour les déployer aux 4 coins de la province selon les besoins. François Legault veut aussi accélérer le développement du réseau des garderies. Partout au Québec, les parents perdent le sommeil à l'idée de devoir trouver une place en garderie pour leur enfant, tellement elles sont rares. Il a aussi laissé entendre qu'il voulait parler de fierté, donc la langue, la culture, les valeurs. C'est un thème qui lui est cher et qui lui a été payant politiquement depuis 3 ans. Et Sébastien, pourquoi est-ce que François Legault sent-il le besoin de démarrer une nouvelle session parlementaire, de repartir à neuf? Bon, un discours d'ouverture, d'habitude, ça sert à changer la conversation. Les gouvernements dans le trouble l'utilisent en général pour se relancer, ce qui n'est pas le cas du gouvernement Legault. Mais le premier ministre veut quand même changer la conversation parce que de quoi parle-t-on depuis 1 an et demi? On parle de COVID. Il veut regarder vers l'avant, incarner ce pourquoi il a été élu et qu'il n'a pas pu appliquer, c'est-à-dire le changement. Mais attention, quand on annonce qu'on veut régler les problèmes du réseau de la santé, 1, c'est titanesque comme projet. 2, ça crée des attentes de résultats. Et 3, quand on crée des attentes, il faut souvent gérer les déceptions. Bref, tout ça comporte un risque politique en pleine année électorale. Merci beaucoup, Sébastien. Bonne journée. Politique toujours, mais en Alberta, c'était jour de référendum hier, mais aussi d'élections municipales. Et Jean-Philippe Robillard, les résultats du vote sont historiques dans les 2 plus grandes villes de la province, à Edmonton et Calgary. Oui, effectivement. À Calgary, c'est un vote historique, Mathieu, parce que pour la première fois, une femme a été élue à la tête de la ville, une femme de couleur en plus. Il s'agit de Jonty Gondek. C'est une femme d'origine indienne, une immigrante qui est née au Royaume-Uni. Je vous invite à l'écouter. I think we have normalized the fact that women and people of color. Ce que nous dit Mme Gondek, c'est qu'avec son élection, on normalise d'une certaine façon le fait que des femmes et des gens de couleur devraient être dans des postes de leadership. C'est elle donc qui va remplacer Naïd Nenshi, qui était en poste depuis plus de 10 ans et qui, il faut le mentionner, a été le premier maire musulman d'une grande ville d'Amérique du Nord. Edmonton également, des changements, vous l'avez dit, les citoyens ont élu pour la première fois un maire issu d'une minorité visible. Il s'agit de Amarjit Sohi. Son nom vous dit probablement quelque chose parce que c'est un ancien ministre libéral dans le gouvernement de Justin Trudeau. Lui aussi, il est d'origine indienne, un immigrant également. Est-ce qu'on a les résultats, Jean-Philippe, du référendum là, sur la péréquation canadienne? Non, pas encore. On devra attendre jusqu'au 26 octobre, mais selon les résultats préliminaires, Mathieu, le oui serait en avance. Je vous rappelle que les Albertains devaient dire s'ils souhaitent ou non mettre fin au programme fédéral de péréquation. Il y avait aussi un autre référendum, celui-là, sur le changement d'heure. Les Albertains devraient se prononcer pour abolir ou non cette pratique et on nous dit que le vote, semble-t-il, de ce côté-là serait très serré et que ça varie beaucoup d'une municipalité à l'autre selon leur situation géographique. Une question qui divise. Merci beaucoup, Jean-Philippe.
Au Québec, maintenant, le procès de la belle-mère de la fillette de Granby se poursuit au palais de justice de Trois-Rivières. Hier, les jurés ont écouté l'appel fait au 911 le matin du 29 avril 2019 et entendu les témoignages des premiers policiers arrivés sur les lieux. Ils ont raconté avoir trouvé la fillette inconsciente et amaigrie. Elle portait des marques laissant croire qu'elle avait été attachée avec du ruban adhésif. La femme de 38 ans est accusée de la séquestration et du meurtre non prémédité de l'enfant de 7 ans. On reste sur la scène judiciaire. C'est un nouveau revers pour l'UPAC, l'unité permanente anticorruption. Un tribunal a ordonné l'arrêt des procédures dans le procès criminel de l'ex-maire de Terrebonne, Jean-Marc Robitaille. Il était notamment accusé de corruption. Ces 3 co-accusés bénéficient aussi de l'arrêt des procédures. La juge estime que les procureurs et l'UPAC ont commis des fautes irréparables qui ont miné le processus judiciaire. Les 4 hommes étaient accusés d'avoir orchestré un système de partage de contrats qui favorisait certaines firmes de génie conseil. L'avocat Jean-Claude Hébert croit que les avocats du ministère de la Justice vont en appeler de la décision. Je suis convaincu qu'ils vont aller en appel parce qu'on ne peut pas laisser passer quelque chose de gigantesque comme ça sans réagir. Il faudrait que la couronne arrive à démontrer que peut-être que ça méritait une sanction quelconque au niveau de l'administration de la preuve, par exemple exclure des éléments de preuve, mais de là à interrompre le procès, et parce qu'une interruption de procès, ça équivaut à un acquittement, la couronne pourrait tenter de démontrer que c'était démesuré comme solution. Par communiqué, le directeur des poursuites criminelles et pénales affirme évaluer la possibilité d'en appeler. En Ontario, maintenant, l'apprentissage du français est en baisse de popularité chez les élus provinciaux. Le premier ministre et les 2 principaux chefs de l'opposition font partie de ceux qui ont abandonné leur cours. Doug Ford avait pourtant promis à plusieurs reprises de maîtriser les 2 langues officielles du pays. Reportage de Natacha McDonald-Dupuis. Le vocabulaire en français de Doug Ford se limite à quelques mots. Bonjour, comment ça va? Le premier ministre ontarien promet pourtant depuis 2018 d'apprendre la langue de Molière. Il a pris des cours au début de son mandat et même déjà déclaré que tous les politiciens devraient parler français en Ontario. Mais Doug Ford a depuis abandonné ses cours hebdomadaires. Il blâme la pandémie et n'est pas le seul. Des 124 députés de l'Assemblée législative de l'Ontario, seuls 15 suivent actuellement des cours de français, pour la plupart en virtuel. Le Vert, Mike Schreiner, est le seul chef de parti à le faire. En mars 2020, le chef libéral, Stephen Del Duca, avait lui aussi promis d'apprendre le français. Un an et demi plus tard, il n'a toujours pas suivi de cours et se défend de ne pas en faire une priorité. Du côté du NPD, la chef Andrea Horwath a abandonné ses leçons depuis plusieurs années. Elle dit ne pas avoir le temps de se consacrer à l'apprentissage du français. Près d'une vingtaine d'élus à Queen's Park, dont Caroline Mulroney, sont francophones ou maîtrisent le français comme langue de travail. Ici, Natacha McDonald-Dupuis, Radio-Canada, Toronto. On reste en Ontario. Le gouvernement Ford veut serrer la vis aux agences de placement de travailleurs temporaires. Le ministre du Travail a déposé un projet de loi pour mettre fin à ce qu'il qualifie d'esclavage moderne. Il reproche à certaines firmes d'exploiter les travailleurs étrangers en confisquant leurs passeports et en les payant en dessous du salaire minimum. En terminant, vous connaissez la chanson, la pénurie de personnel sévit dans presque tous les secteurs au Canada. Mais voici un nouveau refrain, il manque de plus en plus de cadres. En fait, il n'y a jamais eu autant de postes vacants en gestion depuis que Statistique Canada comptabilise ce genre de données. Les précisions de Mathieu Dion. C'est ici que je travaille. Le groupe Robert Bernard met tout en œuvre pour attirer de nouveaux travailleurs. Mais en attendant, les cadres de ses succursales de mécanique automobile et de son usine de réchappage de pneus sont à bout de souffle. Patrick Labrec. On veut être bon, on veut pas changer ce qu'on faisait, mais malheureusement, c'est comme s'il me manquait des outils dans mon coffre. C'est très difficile de réussir à trouver des gestionnaires. Claudia Daigneault de la compagnie de télécommunications e-Box observe de nouvelles tendances. La génération Y, la génération Z sont, je crois, tout aussi carriéristes que la génération X, mais d'une façon différente. Transformation numérique, croissance, télétravail, changement de valeur, surmenage, retraite, les causes du manque de gestionnaires sont multiples, mais les chiffres sont clairs. Le nombre de postes vacants en gestion au Canada a bondi de 30 % depuis la fin 2020 à près de 34 000. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de chaises vides, au dire d'Elisabeth Starinki de la Tête chercheuse. Avant, recruter pouvait prendre quelques semaines. Aujourd'hui, ces quelques semaines vont peut-être nous donner
la moitié des résultats. Si une flambée des rémunérations est inévitable, ce n'est plus toujours une question d'argent, mais de bien-être. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Montréal. Voilà, c'était le Radio-Journal. Ici Mathieu Bellemare au nom de toute l'équipe. Merci d'être à l'écoute. Bonne journée.